Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre JT de 22 h au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, le chef de l'État a parrainé la cérémonie de pose de la première pierre du nouveau siège de l'IGAD. Et enfin, dans l'actualité internationale, régionale, en Somalie, l'invasion des criquets a déclaré l'état d'urgence nationale. Bonsoir et merci si vous nous rejoignez. Je vous le disais dans le titre, le chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a ce matin procédé à la cérémonie de pose de la première pierre du nouveau siège de l'autorité intergouvernementale pour le développement, connu sous le sigle de l'IGAD, à Gabot 4. Le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a ce matin procédé à la cérémonie de pose pierre du nouveau siège de l'autorité intergouvernementale pour le développement connu sous l'IGAD à Gabot 4. À son arrivée, le chef de l'État a été accueilli par le Premier ministre Abdulkader Kamel, le chef de la diplomatie djiboutienne et le secrétaire exécutif de l'IGAD, Dr Workinet Gebiyehu, ont assisté à cette cérémonie de pose pierre pour le nouveau quartier de l'IGAD. La première dame et présidente de l'UNFD, Madame Kadra Mohamed Haït, les hauts cadres de la délégation venus de Soudan, les membres du gouvernement, des parlementaires, les représentants des organisations onusiennes, des ambassadeurs divers hauts gradés de l'armée. Cette nouvelle structure imposante aux allures futuristes qui voit le jour très bientôt va garder le type original fait de blocs de corail épais, d'autant tout en donnant bientôt à son environnement une sensation nouvelle et rajeunissante. Ce complexe de l'organisation régionale avec une superficie de 1 hectare va réunir divers bureaux de programme et administratifs et vont favoriser une synergie et une efficacité nécessaires. En d'autres termes, un édifice qui poursuit sa mission d'aider les États de pays membres à promouvoir et maintenir la paix et la sécurité ainsi qu'à favoriser la coopération économique et l'intégration régionale. Cette cérémonie d'aujourd'hui a marqué un rite de passage dans son histoire. L'organisation intergouvernementale ouvre une nouvelle ère stratégique dans son potentiel transformateur qu'est l'IGAD. Il convient de rappeler que la République de Djibouti a été hôte de l'IGAD depuis que celle-ci voit le jour en 1996. 2 ans après, le gouvernement et le peuple djiboutien ont fait un don de ces terrains de 10 000 mètres carrés. Cela traduisant ainsi la vision de Djibouti pour une corne d'Afrique en paix et prospère. Dans son intervention, le secrétaire exécutif de l'IGAD, Dr Workinet Gebiyehu, a indiqué que le nouveau siège de l'IGAD est une preuve tangible qui joue un rôle prépondérant pour l'intégration régionale et le nouveau quartier général va voir le jour à Djibouti. C'est si capable, grâce à la paix qui règne dans ce pays de l'Afrique de l'Est, l'IGAD a plusieurs fois intervenu à chaque niveau pour le projet de développement durable et en cas de risque, ceci démontre son implication au niveau. De son côté, dans son intervention, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mohamed Ali Youssouf, a déclaré, je cite, « C'est un grand honneur pour moi d'être parmi vous pour cet événement historique. Depuis son mise en place en 1986, nous avons fait face à plusieurs défis au sein de l'IGAD. L'IGAD a été reconnue comme une institution politique qui œuvre au niveau régional par l'Union africaine. Le ministre a indiqué que l'IGAD a désormais une nouvelle structure, un nouveau siège et un nouveau président, Dr Abdallah Hamdok.
un nouveau secrétaire exécutif, Dr Workene Gebeyou. Il a par ailleurs félicité les différents projets entrepris par l'ancien secrétaire exécutif et ingénieur Mahboub Malin, qui ménage aucun effort pour rehausser l'IGAD et faire face à plusieurs défis auxquels elle est confrontée. Le ministre a déclaré: je reconnais effectivement tous ces hommes et femmes qui continuent à croire à la politique et aux réalisations de l'institution régionale qui est l'IGAD. Le Premier ministre du Soudan a rappelé que c'est une journée très spéciale pour la République du Soudan. En tant que nouveau président de l'IGAD, nous sommes en effet humbles et privilégiés de co-présider cette cérémonie révolutionnaire pour le nouveau siège de l'IGAD. Cette cérémonie va bien au-delà de la simple rupture de terrain ou de la pose d'une première pierre. C'est un rite de passage important dans l'histoire de l'IGAD. Je voudrais souligner les paroles du Dr Workene, notre nouveau secrétaire exécutif, selon lesquelles ceci est une nouvelle ère stratégique pour l'IGAD. La décision de construire et d'aménager dans sa propre maison est toujours un de cette décision ne peut pas venir à un moment plus propice. L'IGAD a atteint maintenant un nouvel état de maturité avec le soutien de ses parents, des États membres et de ses amis partenaires de l'IGAD au sein de la communauté internationale. Je voudrais saisir cette occasion pour reconnaître les efforts singuliers et le soutien indéfectible que le gouvernement et le peuple de Djibouti ont apporté à l'IGAD. C'était le discours du Premier ministre soudanais lors de la pose de la première pierre. Écoutons le discours du chef de l'État lors de la pose de la première pierre du nouveau siège de l'autorité intergouvernementale. À mon tour de clôturer cet important événement qui concrétise aujourd'hui une nouvelle ère pour notre organisation l'IGAD, 34 ans après sa création. Nous avons construit cette organisation autour d'un idéal de coopération, idéal de développement, un idéal de maintenir la paix et la concorde entre les États membres. 34 ans après, aujourd'hui, nous avons la chance de nous retrouver avec un nouveau secrétariat. Je dois féliciter notre frère Workene Gebeyou et nous avons eu la chance aussi d'avoir le docteur Abdallah Hamdouk qui assure la présidence de notre organisation avec ce nouveau bâtiment qui va symboliser encore et le développement et le progrès, n'est-ce pas, de notre organisation. Nous voudrions féliciter le dynamisme, l'expérience de la diplomatie de notre frère Workene pour conduire les affaires de notre organisation l'IGAD avec un nouveau dynamisme et apporter un nouvel air, n'est-ce pas, à notre organisation pour son rôle indispensable, n'est-ce pas, pour la Corne de l'Afrique, dans son intégration et l'exemple qu'il donne pour le reste du continent comme une organisation qui, sans relâche, conduit les affaires de développement et l'intégration régionale de notre organisation, de cette partie de l'Afrique de l'Est. Avec ce nouveau dynamisme et la nouvelle présidence de notre frère Abdallah Hamdouk, nous sommes convaincus que nous serons à même d'aller de l'avant et de développer notre région dans l'amitié, la fraternité et
l'unité. Merci beaucoup. Après le discours officiel, le chef de l'État, en compagnie du secrétaire exécutif de l'IGAD, M. Workini Gebeyu, et le Premier ministre soudanais ont posé la première pierre de l'édifice de l'IGAD. Ce complexe de l'organisation régionale, avec une superficie de 1 hectare, va réunir divers bureaux de programmes et administratifs et vont favoriser une synergie et une efficacité nécessaires. En d'autres termes, un édifice qui poursuit sa mission d'aider les États des pays membres à promouvoir et à maintenir la paix et la sécurité, ainsi qu'à favoriser la coopération économique et l'intégration régionale. Cette cérémonie aujourd'hui marque un rite de passage dans une histoire de l'organisation intergouvernementale, ouvre une nouvelle ère stratégique dans son potentiel transformateur qu'est l'IGAD. Dans une interview que le chef de l'État nous a accordée, le président de la République a déclaré, je cite, la communauté de la région de l'IGAD et d'ailleurs dans le monde, maintenant l'IGAD a son propre siège. أخذ يعني مسؤولية إن شاء الله يعني تقوية الوحدة والانضمام والتضامن في مستقبل المنطقة. Après sa rencontre avec le président de la République, suivie d'une réunion aux deux délégations des deux pays, le Premier ministre du Soudan, Abdallah Hamdok, a visité les infrastructures économiques, notamment portuaires de Djibouti. Accompagné par les membres de sa délégation et par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Mohamed Ali Youssouf, du ministre du Commerce, Hassan Mohamed Ibrahim. Il a été accueilli par le président des autorités des ports et des zones franches, Aboubakar Omar Hadi, et ses collaborateurs au terminal à conteneurs. Le Premier ministre soudanais a salué les cadres de cette importante infrastructure portuaire qui est l'un des poumons économiques de Djibouti. Le président des autorités des ports et des zones franches a souhaité la bienvenue à la délégation du Soudan, qui l'a informé sur les capacités techniques et opérationnelles du terminal à conteneurs, fleuron économique, par où transite une importante quantité de marchandises à destination des pays voisins, notamment Éthiopie, notre grand voisin. Par la suite, le Premier ministre soudanais Abdallah Hamdok, toujours accompagné de sa délégation, a continué sa visite des infrastructures portuaires où le port d'IMP, la délégation du Soudan conduite par le Premier ministre, a apprécié le développement des infrastructures portuaires de Djibouti et a remercié la partie djiboutienne. La visite s'est clôturée par une photo de famille en présence de deux délégations djiboutiennes et soudanaises. Après avoir participé à la cérémonie de pose de la première pierre du nouveau siège de l'IGAD, l'organisation qui regroupe les pays de la Corne de l'Afrique, le Premier ministre du Soudan, Abdallah Hamdok, a pris la direction de Harmous pour visiter les infrastructures des télécommunications de Djibouti Telecom. Accompagné par le ministre des Affaires étrangères et des membres de sa délégation, le Premier ministre du Soudan a été accueilli par le ministre de la Communication, M. Redouane Abdillahi Bahdon. Tout le staff de Djibouti Telecom était présent lors de cette visite qui a permis au Premier ministre du Soudan de découvrir les capacités techniques de communication du fleuron des infrastructures de télécommunications qui permet à notre pays d'être connecté partout grâce aux différents câbles mis en service qui aboutissent tous à Djibouti. Le Premier ministre du Soudan a remercié la partie djiboutienne pour son accueil et s'est réjoui du développement des infrastructures télécommunications que possède notre pays. La visite s'est clôturée par la signature, par le livre d'or, par la signature du livre d'or de Djibouti Telecom et par les échanges des cadeaux.
Et voilà, après une visite de travail à Djibouti de 48 heures, accompagné d'une forte délégation, le Premier ministre du Soudan, Abdallah Hamdok, a quitté Djibouti en début d'après-midi. À son départ, il a été salué à l'aéroport par le ministre des Affaires étrangères, M. Mohamed Al-Youssouf, le ministre de la Communication, Redouane Abdillah Badon, l'ambassadeur de Djibouti au Soudan, ainsi que par les autorités civiles et militaires du pays, dont le secrétaire général de la présidence, le directeur général de la sécurité nationale, Hassan Saïd Khairé. Arrivé hier à Djibouti, il a eu un premier train avec le président Guélé, suivi d'une relation élargie entre les deux délégations de deux pays qui partagent des valeurs d'intérêt commun dans la Corne d'Afrique, de deux pays membres fondateurs de l'IGAD et aussi membres de l'Union africaine et de la Ligue arabe et de la Conférence islamique. La délégation du Soudan, conduite par le Premier ministre Abdallah Hamdok, constate et apprécie le progrès de Djibouti dans le développement et la modernisation des infrastructures portuaires et des télécommunications. Lors de la cérémonie de pose de la première pierre, le Premier ministre du Soudan, Abdallah Hamdok, a reconnu les efforts de la République de Djibouti pour soutenir l'organisation régionale de l'IGAD, créée en République de Djibouti pour lutter la désertification plutôt en Afrique, pour au début et par la suite favoriser le développement dans les pays membres de l'IGAD. Tout à fait autre chose, cette fois-ci, l'Assemblée nationale a organisé en collaboration avec l'Union européenne et l'Union interparlementaire des caravanes parlementaires dans le cadre du projet PRAN. Le projet PRAN vise au renforcement de l'Assemblée nationale pour la promotion et la protection des droits humains. La thématique retenue pour cette série de caravanes parlementaires est la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles, les droits humains. Cet important événement a pu voir le jour grâce au soutien financier stratégique de l'Union européenne et à l'accompagnement de l'Union interparlementaire. Le lancement des caravanes parlementaires a eu lieu au Conseil régional d'Arta. Après la visite de courtoisie au préfet de la région, les participants ont rejoint le Conseil régional d'Arta pour le début des échanges et des travaux. M. Mohamed Al-Ahmed, président de l'Assemblée nationale, était présent pour cette occasion. Lors de son discours d'ouverture, celui-ci a rappelé que les principes des caravanes parlementaires étaient de permettre aux députés d'aller à la rencontre des représentants de la société civile, des élus régionaux, des autorités locales. Les caravanes servent également à informer les représentants locaux et les représentants de la société civile sur l'action de l'Assemblée nationale, des collectes leurs doléances afin d'en faire suivi. L'Assemblée nationale, en ce qui concerne les violences faites aux femmes et aux filles, le président du conseil régional d'Arta a également accueilli les participants et souhaité un fructueux échange pour aboutir à ces pistes des solutions communes qui serviront l'ensemble de la République. National et un projet canné. Nous accueillons aujourd'hui, ici à Arta, puisque la journée va débuter ici, le président et la délégation qui la composent avec les représentants de l'Union internationale parlementaire ici présent, M. Mathieu. Soyez les bienvenus encore et merci. On prévoit un échange dans les deux sens. Les caravanes, c'est d'une part les parlementaires qui vont sensibiliser les représentants de la population sur les activités de l'Assemblée nationale, bien sûr, parce que l'Assemblée nationale est très active. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale a mentionné le projet de loi de lutte contre la violence faite aux femmes et aux filles qui est actuellement en discussion à l'Assemblée nationale. C'est une avancée majeure. Mais les échanges, ils vont aussi, bien sûr, des représentants de la population que vous êtes vers vos élus parlementaires à qui vous allez faire part de vos doléances. Et ensuite, les parlementaires, ils vont assurer un suivi. Le président de l'Assemblée nationale, M. Mohamed Al-Ahmed, a exhorté les participants à unir leurs efforts afin de mettre un terme à ces fléaux. Il a également rappelé qu'un important projet de loi était en discussion à l'Assemblée nationale et que les autorités locales étaient en première ligne pour mettre en œuvre les futures dispositions législatives. Voici son extrait. Pour moi, de participer avec vous au lancement des caravanes parlementaires depuis le Conseil régional d'Arta. Le principe des caravanes parlementaires est de permettre aux députés d'aller à la rencontre des élus régionaux, des représentants de la société civile et des autorités locales. C'est également un exercice collectif qui appuie notre mission fondamentale qui consiste à recueillir et transmettre les doléances légitimes en vue d'améliorer les conditions de vie de nos concitoyens.
Mesdames et Messieurs les mandants, sachez cependant que notre responsabilité ne se limite nullement à la collecte de vos revendications. Il nous incombe en effet également à tous de veiller strictement à la bonne exécution de vos doléances. Au cours des caravanes, les députés se rendront dans les 5 régions de l'intérieur afin d'aborder avec leurs concitoyens les thèmes retenus pour cette caravane ainsi que les sujets que leurs concitoyens jugeront utiles et nécessaires. La thématique principale retenue pour cette première série de caravanes est la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. Cette thématique a été choisie suite à un atelier qui s'est déroulé à l'Assemblée nationale en mars 2019. Il intervient également dans un contexte favorable puisqu'une loi visant à prévenir, à protéger et à poursuivre les auteurs de violences faites aux femmes et aux filles est actuellement en discussion à l'Assemblée nationale. Ce texte sera probablement adopté très prochainement et il constitue une avancée notable en la matière. Dans un état de droit comme le nôtre, nous devons constamment veiller au respect des droits élémentaires et bannir les violences faites aux femmes et aux filles sous toutes leurs formes. Je souhaiterais profiter de l'occasion pour remercier l'Union européenne qui apporte un soutien indéfectible au renforcement de l'Assemblée nationale. C'est le concours de l'Union européenne qui a donné vie aux séries de rencontres prévues dans le cadre de ces caravanes. Tout à fait autre chose. Sous la présidence de l'honorable Khartoum Farah Saïd, la commission de la législation et de l'administration générale s'est réunie aujourd'hui au sein de l'Assemblée nationale. L'ordre du jour comportait l'examen du projet de loi numéro 105 de l'année 2019 de la 8e législature instituant la parité hommes et femmes et la représentation au pouvoir des décisions. Cette réunion s'est tenue en présence de la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Moumine Ahmed Hassan. Au terme des échanges et après un débat riche et instructif en vue de l'institution d'une part de l'administration 50-50 entre hommes et femmes, la Commission a préféré prolonger son analyse. La ministre des Affaires sociales et de la Solidarité, Mme Ousmane Aden, a reçu en visite de courtoisie le directeur régional du bureau de l'OIM pour l'Afrique de l'Est et la Corne d'Afrique, M. Mohamed Abdikhadr, accompagné du représentant de l'OIM à Djibouti, M. Ashraf Kamil. M. Mohamed Abdikhadr Mahmoud a tenu à remercier de vive voix la ministre des Affaires sociales et de la Solidarité de l'avoir reçue et la félicite pour l'effort de son département pour les actions en faveur des populations vulnérables, surtout lors des dernières intempéries. Il n'a pas manqué d'exprimer son soutien indéfectible ainsi que de celui de l'organisation qu'il représente à l'endroit de ces mêmes populations sinistrées. Il a en conséquence proposé un support technique si besoin s'exprimer. Les deux parties ont ainsi abordé plusieurs sujets d'intérêt commun. Par ailleurs, la présentation prochaine des résultats de l'étude interne sur la migration réalisée en collaboration avec le secrétariat d'État à la décentralisation, avec l'appui financier de l'OIM. Les discussions ont aussi porté sur la pertinence de mettre en place des programmes en faveur des populations vivantes en milieu rural, en partenariat avec les différents partenaires sectoriels, tels que le secrétariat d'État à la décentralisation, partenaire incontournable. Madame la ministre a quant à elle souligné la nécessité de pouvoir créer une synergie plutôt en matière de collaboration et coopération de ces différents départements sectoriels, comme la santé, l'éducation, pour pouvoir assurer et développer des structures sociales de base pour les populations vivantes dans les régions de l'intérieur. Autre actualité, le ministre du Travail, M. Ismail Lorber, a reçu aujourd'hui dans son cabinet M. Mohamed Abdikhadr Mahmoud, directeur régional du bureau régional de l'Organisation internationale pour les migrations pour l'Est et la Corne d'Afrique. M. Mohamed Abdikhadr a été accompagné de Mme Barbara Menzi, la coordinatrice résidente du système des Nations Unies à Djibouti, le secrétaire général du ministère du Travail, Abdallah Ali Mohamed, et le chargé des missions de l'OIM à Djibouti, ainsi que les collaborateurs du ministre ont participé à la rencontre. Lors de cet entretien, les deux parties ont abordé plusieurs sujets d'intérêt commun, notamment la migration régulière et irrégulière, les flux des migrants en provenance de la Somalie, d'Éthiopie, de l'Érythrée qui transitent par Djibouti ou rallient via le Yémen et les pays du Golfe. Ces derniers constituent, rappelons-le, un défi humanitaire pour les autorités et les communautés locales vivant dans l'accès
migratoires. Par ailleurs, il a été question du rôle du bureau régional de l'OIM pour l'Est et la Corne d'Afrique qui couvre, outre Djibouti, 9 pays de la région, à savoir le Burundi, l'Érythrée, l'Éthiopie, le Kenya, le Rwanda, la Somalie, le Soudan du Sud, la Tanzanie et l'Ouganda. Mohamed Abdikhader a pris ses fonctions le 1er août 2019 en tant que directeur régional du bureau de l'OIM pour l'Afrique de l'Est et la Corne d'Afrique. Il relève directement du bureau du directeur général et le représentant auprès des institutions régionales et au sein du système des Nations Unies. Dans l'actualité, un atelier de formation portant sur le programme d'examen des dépenses publiques et évaluation de la responsabilité financière a eu lieu au Palais du Peuple en présence du secrétaire général du ministère du Budget avec le haut cadre de la Banque mondiale. Le PFA, ce programme d'examen des dépenses publiques et d'évaluation de la responsabilité financière, autrement connu sous l'acronyme du PFA, est un système de gestion des budgets de l'État qui englobe les administrations centrales et les services déconcentrés. En d'autres termes, c'est un outil d'évaluation de la performance et de la gestion des finances publiques, mais aussi permet également de renseigner sur le processus d'élaboration et d'exécution du budget, permet aussi mesurer l'adéquation entre le système actuel et le niveau optimal du système de gestion des finances publiques, conforme aux standards internationaux. Cette formation s'inscrit dans le cadre de renforcement des systèmes financiers de l'administration en mettant en place un mécanisme de bonne gouvernance entre l'administration et ses administrés. Elle permet également d'identifier les faiblesses et la gestion des dépenses publiques afin de présenter les différentes indications d'évaluation sur l'optimisation de la gestion des finances. L'évaluation de la gestion des finances publiques avec le PFA. Donc, sur la base de ces évaluations, Djibouti aura un scénario de référence relativement clair pour ce qui concerne ces systèmes de gestion. Et ceci permettrait aussi à Djibouti de préparer des plans d'action qui lui permettent de mettre à niveau ces systèmes et de moderniser complètement son administration publique. Écoutons à présent le discours du secrétaire général du ministère du Budget lors de l'atelier de formation. L'exercice examine 6 dimensions: la crédibilité du budget, l'exhaustivité et la transparence du budget, la budgétisation fondée sur les priorités nationales, la prévisibilité et le contrôle de l'exécution du budget, la surveillance, la vérification externe et la comptabilité, l'enregistrement des informations et rapports financiers qui en découleront. La méthodologie du PFA permet également de renseigner sur le processus d'élaboration et d'exécution du budget et permet de mesurer l'adéquation entre le système actuel et le niveau optimal du système de gestion des finances publiques conforme aux standards internationaux. Cette formation s'inscrit dans le cadre du renforcement des systèmes financiers de l'administration en mettant en place un mécanisme de bonne gouvernance entre l'administration et ses administrés. Elle permettra également d'identifier les faiblesses de la gestion des dépenses publiques afin de présenter les différents indicateurs d'évaluation sur l'optimisation de la gestion des finances publiques et plus précisément sur la gestion du budget de l'État. En effet, notre pays est à un tournant crucial de son développement, avec une forte croissance économique tirée par les investissements directs étrangers dans le secteur des infrastructures. Et cette croissance ne drainera ses impacts sur la population qu'à travers l'instrument budgétaire et la bonne gestion des finances publiques. C'est pourquoi il est fondamental de revoir notre approche et méthode de gestion budgétaire axée sur la consolidation des aspects d'évaluation des systèmes de gestion des finances publiques et des actions de réforme et de développement des capacités. C'est l'objet de cet atelier pratique visant à vous sensibiliser sur le programme d'examen des dépenses publiques et d'évaluation de la responsabilité financière. Je reste convaincu que cet atelier, qui se déroulera durant 2 journées entières, sera une occasion réelle d'enrichir vos connaissances et de vous outiller pour la mission d'évaluation qui interviendra dans le courant du mois de février, début mars. À Tadjoura, cette fois-ci, le président du conseil régional de Tadjoura a initié hier un important atelier sur la promotion de l'agro-pastoralisme dans la région de Tadjoura. Cette rencontre a eu lieu au Sable Blanc. Un commentaire de Ferdous Hussein. Le président du conseil régional de Tadjoura a initié hier
un important atelier sur la promotion de l'agropastoralisme dans la région de Tadjoura. Cet atelier avait pour but d'introduire une nouvelle méthode de culture agricole qui est l'hydroponie. L'hydroponie est une méthode d'agriculture hors sol. Ce projet est donc ruminé pendant 3 ans et finalement été initié par le président du conseil régional, Omar Hussein. L'hydroponie est une méthode moderne de l'agriculture qui favorise le travail hors sol. Cette méthode de production plus rentable permet d'éviter également les épidémies et autres invasions acridiennes. L'hydroponie est expérimentée dans plusieurs pays, notamment de l'Afrique de l'Est, et affiche un franc succès. L'agriculture hydroponique peut être réalisée de façon verticale et horizontale. Cette méthode agricole ne concerne pas uniquement la production de fruits et légumes, mais aussi pour faire pousser des herbes dans le pâturage pour les cheptels. Cette méthode verra très prochainement le jour dans la région de Tadjoura et sera par la suite étendue vers tout l'étendue du territoire national. Dans leur intervention respective, la coordinatrice résidente du système des Nations Unies, Mme Barbara Menzi, l'ambassadeur de Turquie et l'ambassadeur de l'Union européenne, Haïdar El-Ouhara, se sont dit impressionnés par cette méthode qui ne demande pas beaucoup de coûts et de main-d'œuvre. L'Union européenne, nous appuyons à la résilience ici à travers les régions. C'est un grand programme pour nous et donc on est toujours à la recherche de bonnes idées. Comment faciliter la vie quotidienne des gens qui habitent dans des zones rurales. Et donc moi je crois que les présentations de ce matin nous avons donné beaucoup d'idées et beaucoup d'opportunités maintenant de réfléchir avec nos partenaires si c'est un système qui convient aussi à Djibouti. Sûrement, c'est un atelier super intéressant, surtout parce que ça vient avec une propulsion directement des régions. L'hydroponie n'est pas nouvelle ici à Djibouti. Il y a eu des expériences avant. Ce que c'est important, c'est vraiment de prendre les leçons apprises et faire de forme que ce soit un succès. On a besoin de succès. Je suis sûre que ce sera un succès. Et il faut travailler avec les communautés pour assurer qu'on arrive vraiment au point où on dit « Yallah » et il y aura des bons résultats pour Djibouti et pour les gens de Djibouti. Le président de Tadjoura, vraiment, ce sera très bénéfique pour la région de Tadjoura. Et je pense que ce projet réussira avec une bonne coordination, avec la participation de toutes les organisations internationales, de l'Organisation des Nations Unies, de l'Union européenne, et puis des organisations, des administrations internes de Djibouti aussi, avec ce concours général et coordination. Un jour, nous mangerons des légumes, n'est-ce pas, des légumes produits, hygrophoniques, produits à la région de Tadjoura. Ce sera une réalité, ce n'est pas un rêve. Et donc, par exemple, il y a un projet d'agropastoralisme qui a été déjà réussi à Dikil, réalisé par TICA, l'agence de coopération TICA, turc. Et donc, même des pastèques, aubergines, ou courgettes, ou salades ont été produits. Pourquoi pas? Que ce soit en creusant par des forages de puits, que ce soit hydrophonique. Dans son intervention, le préfet de la région de Tadjoura, Hassan Dabale Ahmed, a rappelé dans son intervention l'importance que revêt cette nouvelle méthode pour les agriculteurs et les éleveurs de la région, qui sont les premiers touchés par la sécheresse et le changement climatique. Remercier tout particulièrement les représentants de l'Union européenne et j'exhorte aussi les autres partenaires au développement de suivre les pas, dans un esprit bien sûr que tout le monde a évoqué, c'est-à-dire la coordination. C'est très très important. Donc nous espérons par ailleurs que les retombées importantes de ce nouveau pratique agricole qu'est l'hydroponie, qui semble bien réussir ailleurs, pas loin au Kenya, car tous les facteurs cités comme les problèmes d'eau et le reste ne semblent pas un obstacle dans cette pratique. Je souhaite plein succès au président du conseil régional, initiateur de ce projet, et sur ce, je déclare clos l'atelier.
sur la promotion de l'agropastoralisme à Tadjoura. La directrice du Centre de leadership et de l'entrepreneuriat, Mme Oubah Ahmed Melo, et la présidente de l'ONG Eva Ahmed, Ali Ahmed, ont rappelé tour à tour l'impact de ce projet et ses bienfaits pour la région de Debeknou-Ouéma de Tadjoura. C'était une thématique très très intéressante. Il y a eu beaucoup de discussions autour de cette question. L'idée étant de promouvoir l'agropastoralisme fondé sur une méthode innovante qui est l'hydrophonie. C'est une culture hors sol. Il y a eu beaucoup de discussions, nous avons estimé et jugé que c'était une initiative fort intéressante et adaptée aux conditions, au contexte climatique de notre pays, où il y a un manque crucial d'eau, où les terres arables ne sont pas importantes. À la fin, nous nous sommes accordés pour dire que c'est une méthode qui peut se révéler intéressante dans notre pays. Et l'hydroponie dont on a parlé aujourd'hui est un système innovant pour les pays qui sont, je pourrais dire, qui sont faits pour les pays comme le nôtre, où le pays est aride, où il fait chaud, où on doit planter. C'est une culture hors sol et c'est une innovation qui pourrait apporter beaucoup de choses à nos jeunes, beaucoup d'opportunités pour nos jeunes pour développer le secteur qui est l'agriculture aujourd'hui, parce que c'est un secteur qui est inexploité. Et ça pourrait aussi aller dans le sens où on pourrait réduire la pauvreté, parce que si des jeunes entrepreneurs développent l'agribusiness, ils peuvent aller vers les régions reculées pour pouvoir aussi propager cette connaissance. Donc c'est vraiment un projet qui est très important. C'est un projet qui a été testé avec un projet pilote au ministère des Finances à travers le projet Prodermo. Et enfin, l'initiateur de ce projet d'introduction d'une nouvelle méthode agricole appelée hydroponie a indiqué que c'est un travail de longue haleine qui se fera au niveau national et qui a besoin d'un financement dans les plus brefs délais. La conviction que c'est un projet porteur pour Djibouti. Apparemment, l'agriculture conventionnelle, elle est faite par beaucoup de monde. Le résultat attendu pour notre population n'est pas là, parce qu'on continue, même jusqu'à aujourd'hui, à importer tout ce qui est légumes. Et partant de ce constat, on a parcouru un peu tous les pays où cette méthode fonctionne très bien, même des pays désertiques et chauds. Et j'ai décidé d'initier ce projet. Ça, c'est un projet très porteur qui va lutter contre l'exode rural, contre la pauvreté, contre la désertification et contre l'insécurité alimentaire. Je pense que c'est un projet dont j'attends beaucoup de choses. Les impressions que j'ai eues aujourd'hui dans l'atelier m'ont conforté aussi à étudier d'autres pistes pour l'améliorer. Mais à mon sens, je pense que c'est l'avenir, l'agriculture à Djibouti, parce que ça ne consomme pas beaucoup d'eau, parce que aussi c'est indépendamment du climat et indépendamment du sol. Donc c'était tous les facteurs qui limitaient la production maraîchère. Et l'hydroponie répond à tout ça. Et j'en ai entièrement confiance et je pense que nous allons réussir tout ça ensemble. Et enfin, dans l'actualité internationale, je vous le dis dans le titre, l'invasion des criquets pèlerins balaye la Corne d'Afrique et a été déclarée urgence nationale en Somalie où ces insectes dévastent l'approvisionnement alimentaire. Balayant la Corne de l'Afrique a été déclaré état d'urgence en Somalie, où ces insectes dévastent l'approvisionnement annoncé dimanche le ministère somalien de l'Agriculture. Des essaim de criquets d'une ampleur historique totalisant plusieurs milliards d'insectes dévastent depuis plusieurs semaines de larges zones de l'Afrique de l'Est à la suite de la variation climatique extrême qui pourrait s'avérer catastrophique dans une région déjà frappée par une sécheresse et des inondations. Le gouvernement somalien a expliqué avoir pris cette décision pour concentrer les efforts et collecter des fonds car il est essentiel de tenter de contenir les essaims de criquets avant les récoltes prévues en avril.
C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés.